Je m'appelle Marine Verbruggen, j'ai 33 ans, je suis bruxelloise, je suis mariée et j'ai maintenant un petit garçon qui a 1 an et demi. Je l'ai eu grâce à la PMA. L'histoire, c'est qu'on l'a voulu il y a très longtemps. En fait, on en a discuté fin 2019. On s'était dit, OK, on donnera chacun notre go quand on est prêt. J'ai eu mon mari qui a été prêt le premier. Et donc, moi, j'avais rendez-vous chez Machiné par hasard pour mon contrôle annuel. Et j'envisage un petit bébé. Donc là, elle me fait faire la prise de sang, Toxo, CMV. Enfin, elle me prescrit l'acide folique et je me dis, oula, c'est hyper concret. J'ai arrêté la pilule en 2020. Et après 1 an d'essai où ça n'allait pas, en 2021, moi j'ai dû commencer les tests. Et puis lui aussi a dû faire un spermogramme qui, lui, par contre, était vraiment pas bon. Et donc on a commencé le parcours PMA début 2022. De mon côté, tout allait bien. Par contre, on a vu chez Jus qu'il y avait vraiment plusieurs problèmes. Donc, voilà, on m'a imaginé, elle a dit, écoute, perds pas de temps, va voir la PMA. Donc j'ai rendez-vous avec docteur Humbert. Je le recommande vraiment. Lui, c'est groupe Chirec, Cavel Delta. Et donc il a regardé nos résultats. Il a dit, bah, écoutez, on va tenter une insémination parce qu'effectivement, ça fait 1 an et demi que vous essayez, ça marche pas. Donc en janvier, on a convenu de commencer en mars la PMA. Et normalement, l'insémination simple suffisait parce que, voilà, avec un spermogramme mauvais, parfois on te dit que c'est le début soft, on essaye et on voit. Donc voilà, tout était lancé pour commencer par ça. L'insémination, c'est très light, c'est une petite stimulation hormonale. Puis tu as rendez-vous le jour de ton ovulation de mémoire qu'on a déclenché. Et donc là, nous, même si c'était médicalisé, on arrivait très heureux, tout content à l'hôpital, en se disant ça y est, on fait notre bébé. Alors il y a une petite phase de stress parce que après avoir déposé l'échantillon de Julien, qu'il avait pu faire à la maison, on nous a rappelé 3/4 d'heure après en disant écoutez, ça va pas, il faut ramener un deuxième échantillon. Donc déjà, tu stresses, tu dis bon, est-ce qu'ils l'ont fait tomber par terre ou est-ce qu'il y a un problème? Enfin voilà, donc lui il revient, là il a dû donner son échantillon à l'hôpital, donc beaucoup moins glam. Et là, en fait, on attendait, quoi. On nous a dit d'aller faire un tour, donc on attendait. Là, comme ça, soudainement, il y a une porte qui s'est ouverte et il y a un médecin qui est sorti, qui n'était pas notre médecin du tout, qui nous a dit ah oui, c'est vous pour l'insémination. J'ai dit oui. Et donc on pensait qu'on allait entrer et faire l'insémination. Il a dit ah oui, bah écoutez, c'est pas du tout possible, hein. Le résultat là de l'échantillon de monsieur, on sait rien faire avec ça. Genre, c'est un peu, enfin lui a été quand même un peu heurté de ça. Et donc on était encore debout dans le couloir et ce médecin nous a dit non, donc pour vous ce sera une FIV. Bam. Moi, j'avais pas trop idée parce que comme la PMA était ce sujet un peu occulté qui est dans un coin de ta tête quand ça marche pas, moi je faisais partie de celles qui voulaient pas trop creuser. Donc je savais pas à quoi m'attendre. Par contre, Jules, il a une collègue qui avait fait de la PMA et une fille qui en avait fait d'ailleurs plein et donc il savait tout ce que ça impliquait. Donc lui, assez dur à encaisser. Et en fait, rapidement, notre médecin nous a vus dans le couloir. Donc là, il est rentré avec le premier médecin. Après, ils nous ont dit qu'il venait avec moi, je vais vous expliquer. Et là, par contre, il nous a vraiment expliqué en quoi ça consistait. Il fallait attendre un cycle. Ce serait courant avril qu'on pourrait démarrer. Et que là, par contre, ce serait beaucoup plus lourd. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment de la stimulation hormonale, donc des injections, à un moment donné, plusieurs injections, jusqu'à l'ovulation, on venir un jour sur deux à l'hôpital pour faire une échographie, pour faire une prise de sang. Et puis voilà, il nous a tout expliqué, qu'il allait avoir une ponction ovocytaire, et puis qu'avec l'échantillon de jus, ils allaient voilà, in vitro faire ces petits embryons, et puis qu'on reviendrait pour en mettre dans mon ventre. On a été fort soudés dans notre réaction, à se dire ok, bon bah on y va, c'est le process, mais quand même grosse désillusion. Par contre après, on s'est vraiment un peu restarté et on s'est dit ok, avril, c'est bon, nouvelle tentative. Ils ont compris que ça n'allait pas, mais maintenant on a un nouveau process et ça va aller. Donc on s'est lancé dans la FIV. La famille, on en avait parlé quelques mois avant. Il faut savoir qu'on a plein de familles. Parce que mes parents sont divorcés, ma maman a redivorcé, et puis il y a la famille de mon mari, donc on a 4 noyaux familiaux. Et en fait, on en a parlé à une des familles à la Saint-Nicolas, donc juste avant, parce qu'en fait, il y avait tout le temps des allusions. Et donc, en fait, à Saint-Nicolas, on a dit voilà, on veut un projet bébé, mais ça ne fonctionne pas. Et donc là, on avait déjà notre rendez-vous en PMA prévu. On a dit voilà, on va avoir un petit coup de pouce de la médecine. Donc, on avait juste dit ça. Et à un noyau sur les 4. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on voulait pas le partager, mais à tout prix, on voulait essayer de garder un tout petit peu de spontanéité et de pouvoir un peu arriver, genre, bah voilà, on attend un bébé et qu'on expliquerait après le processus, mais on voulait garder l'effet de surprise. Par contre, on l'avait dit à quand même plusieurs couples d'amis proches, parce qu'en 2020, il y a un peu tout le monde qui s'est décidé à faire un bébé, et en fait, ça a marché chez tous nos copains. C'est
c'est terrible parce que c'est pour certains, c'est tes meilleurs amis, tu es juste trop content pour eux, mais d'un autre côté, à chaque fois, ça vient piquer là, quoi. Donc non, on l'a pas dit à toutes nos familles, on l'a dit à une seule famille. En fait, il y a un moment, ça devient trop lourd, ça prend trop de place. On commence la FIV, la chance que j'ai, c'est que je ne travaille pas à ce moment-là. Ça, c'est un gros plus. Je fais cette FIV, j'ai ma ponction d'ovocytes, et là, en fait, je réalise que ce qui va être dur, c'est l'attente et l'espoir. Parce qu'on te dit clairement que rien n'est acquis, parce que tu dois attendre, tu fais tes injections, tes échos, tu dois attendre de savoir quand va être ta ponction, tu dois attendre de savoir combien de petits ovocytes ils ont eu. Ensuite, le lendemain, tu dois attendre de savoir combien d'embryons ont pris. Et puis, tu attends, je ne sais plus exactement, une semaine, 10 jours, de pouvoir, qu'on puisse les mettre dans ton ventre. Donc là, quand tu arrives, tu dois voir s'il y en a qui ont tenu ou pas. Donc nous, cette FIV-là, il y avait quand même 10 embryons qui avaient pris, ce qui est énorme. Il y en a un qui a tenu. Donc déjà, c'est pas top. Donc on l'a quand même mis dans mon ventre. Et là, tu dois de nouveau attendre une semaine ou 10 jours pour une première prise de sang pour voir si tu fais l'hormone de grossesse. Si c'est positif, ils te refont une autre prise de sang 2 jours après pour être sûr que ça augmente. Pour ma part, c'était négatif. Donc voilà, ça n'avait pas pris. Hyper humain, déjà. Vraiment, ça, je continue de recommander parce qu'en fait, tu as plusieurs gynécologues et tu n'es pas toujours sûr d'avoir rendez-vous avec le même. Et nous, je sais qu'ils faisaient en sorte qu'on puisse l'avoir. Je le demandais. Donc, je me suis vraiment sentie, enfin, tous les deux, on s'est sentis super épaulés, super écoutés. Pour autant, il était un peu, je ne vais pas dire confus, mais en fait, il n'expliquait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi on n'en avait que 1 sur les 10. Et donc, ils se sont dit, il va falloir faire un exercice plus poussé, un examen un peu plus précis, avec un microscope plus précis, parce qu'il dit, en fait, souvent, quand c'est ça, quand on regarde de plus près, en fait, les spermatozoïdes sont morts. Et donc là, on s'est dit, wow. Donc là, un peu stress. Donc, on va explorer cette piste, on va regarder, on se revoit. Et ça, je trouvais chouette, parce que c'est pas genre, OK, ça n'a pas marché, on va recommencer. Non, on va essayer de trouver autre chose. On va essayer de creuser. Les gens dans les labos ont creusé, et moi, j'ai creusé. En fait, mon mari, il tousse beaucoup, il avait plusieurs symptômes, et donc j'ai commencé à passer des jours et des jours et des jours à chercher. Et je suis tombée sur une étude anglaise qui parlait d'une maladie génétique hyper rare. Et donc j'en ai parlé. J'ai parlé de ça à notre médecin. Il m'a dit, écoutez, c'est intéressant, on va creuser la piste. Et donc en juillet, on a fait des tests génétiques. Sauf que là, on t'explique qu'en fait, les maladies génétiques, c'est 9 mois pour avoir le résultat. Sauf si il y a un problème, enfin, il y a quelque chose de très grave potentiellement qui ferait qu'on interromprait les traitements. Et donc là, ça va plus vite. Mais nous, si c'était ça, ça n'empêchait pas de continuer. Il fallait juste vérifier que si lui était porteur de la maladie, voir si moi j'étais porteur ou pas. Parce que par conséquent, on avait un enfant qui était malade, même si ce n'est pas une maladie grave, mais voilà. Donc on a fait ces tests. En parallèle, ils ont continué de chercher une solution parce que après avoir refait d'autres examens, les spermatozoïdes étaient bien vivants. Et donc ils nous ont dit, on ne comprend pas. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont vivants, mais ils ne bougent pas du tout. Donc c'est-à-dire qu'on était à 98% d'immobilité. Ils disent, on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas encore le résultat de la génétique. Et donc ils ont testé d'autres techniques. Donc nous voilà partis en nouvelle FIV au mois d'août avec cette nouvelle technique. Il y avait vraiment les gens du labo qui se mettent dessus. On les disait, voilà, on a des réunions, on pense à vous. Et en fait, ils ont trouvé un moyen de stimuler différemment l'échantillon. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et là, eh ben, ça a marché. Donc, on a eu 4 embryons qui ont tenu. On en a mis un dans mon ventre et il a pris. J'avais trouvé le bon truc. Alors, de un, j'étais contente d'avoir trouvé. Pour l'histoire, il a une maladie génétique qui est très rare, qui s'appelle la dyskinésie ciliaire primitive, qui en fait est une maladie qui a, dans toutes ses conséquences, d'avoir une altération des cils qu'on a aux oreilles, dans les bronches et malheureusement dans les flagelles des spermatozoïdes. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup d'otites petits qui toussaient beaucoup. Et c'est aussi surtout pour ça qu'il avait tous ces spermatozoïdes qui étaient complètement immobiles, parce qu'en fait, comme les cils de la flagelle sont impactés, ben, ils ne bougent pas. Donc l'insémination n'aurait jamais marché. Donc voilà, donc c'est ça qu'il avait. Et je pense que c'est une piste. Alors c'est très rare, donc je ne dis pas que tout le monde a ça. Mais je pense que c'est un moment intéressant de se poser la question, de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a? Parce que moi, c'est de là que je suis partie. Je me suis dit, bah, attends, quand même, il y avait beaucoup de petits, ils toussent beaucoup. Et c'est un peu d'analyser, en fait, nos petites maladies, nos petits maux, notre environnement. Il y a vraiment eu beaucoup d'humanité dans la prise en charge de notre médecin. Il y a eu volonté avec l'équipe scientifique d'essayer d'autres processus, d'autres protocoles et qui en plus ont payé puisqu'on a eu notre bébé. Je sais qu'on en parle beaucoup, c'est l'accompagnement psy. Où en fait, moi, j'ai découvert dans les petits prospectus que tu attends quand tu n'as vraiment rien à faire et que tu attends dans une salle d'attente, tu lis ton prospectus.
et de voir qu'il y a un accompagnement psy qui était possible, mais on ne me l'a jamais proposé. J'ai toujours été très intéressée par le bien-être, donc j'ai toujours fait beaucoup pour moi quand je bossais. À l'époque, c'était beaucoup de kinésio surtout. J'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé la naturopathie, le shiatsu, enfin, plein de trucs, mais c'était très kinésio. Et puis acupuncture, ça j'ai quand même bien accroché aussi. Et en démarrant la PMA, je suis restée sur l'acupuncture. J'ai essayé de faire de la méditation, des visualisations, vraiment plein de choses. Et je ne connaissais pas encore la réflexo et le reiki que je fais aujourd'hui. Et ça, par contre, comme quoi il n'y a pas de hasard, je suis tombée dessus au moment où je suis tombée enceinte. Donc c'est vraiment rigolo parce que moi j'étais en train de me restarter. J'ai mis toute mon énergie, mon attention sur ce projet bébé. Et donc les mois ont passé, janvier, février, mars. Donc première FIV en avril, les vacances en juillet. Là, j'ai commencé à découvrir la réflexo. Je m'étais inscrite à ma formation fin août. On se marie en septembre, civilement. Et en fait, ça s'est vraiment enchaîné. Voilà, on est rentré de nos vacances de juillet. On a fait notre FIV en août. J'ai commencé ma formation. J'ai appris que j'étais enceinte. Enfin voilà, tout s'est vraiment mis comme ça. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, on avait la première écho pour vérifier que l'embryon était bien mis la veille de notre mariage. Et ça a vraiment été une longue question de se dire est-ce qu'on la garde ou pas? Parce que si c'est une mauvaise nouvelle et qu'on se marie le lendemain, c'est dur. À la fois, ça nous changerait les idées. Donc on s'est dit ok, on garde. Et donc ça, c'était trop ok parce que c'était le vendredi après-midi. On nous a appris que c'était bon, il était bien mis. C'était ok. Et on se mariait le samedi. Alors moi, j'en ai fait toute ma grossesse. C'est une grossesse de rêve. Alors, le principe de la réflexo, c'est de venir travailler les organes et les systèmes, mais via la plante du pied. Donc c'est très doux, c'est pas invasif. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux vraiment venir réduire le stress, réduire l'anxiété. Tu peux venir faire recirculer à la fois l'énergie, mais aussi la circulation sanguine. Donc ça va venir irriguer tout ce qui est bassin, organes reproducteurs. Donc c'est vraiment intéressant. Tu peux faire un équilibrage hormonal, donc via toutes les glandes endocrines. Parfois, entre deux traitements, tu peux venir aussi travailler le foie, parce que voilà, le corps, mine de rien, emmagasine pas mal de substances. Le flexo, ça reste quelque chose qui est naturel et qui, pour autant, peut donner un vrai bon accompagnement sur plusieurs plans. Vu que chez nous, c'était pas 55 ans, donc c'était très clairement lui qui avait le problème, il s'est senti assez mal. Parce que comme il avait l'histoire de sa collègue, comme il savait ce que c'était, voir qu'on devait faire ses injections, ces trucs, il a au début eu beaucoup de mal de se dire bah c'est pas juste en fait. C'est moi qui ai un problème et c'est elle qui a tout le traitement, tout ce truc lourd sur elle. Mais moi en fait j'ai tout de suite hyper rassurée et on s'est dit on a un problème. On n'a jamais dit, je crois qu'il lui-même n'a jamais dit j'ai un problème pour avoir un enfant. Et moi j'ai jamais dit j'ai un problème pour. On a toujours été dans le on. On fait un enfant, on fait un bébé et on est à deux, on est soudés. Donc ça nous a pas du tout séparés, ça nous a vraiment peut-être même rapprochés. Et en fait, moi, j'ai rebondi et j'ai dit, mais en fait, c'est bien qu'on ait fait les examens, c'est bien qu'on voit qu'il y a un problème chez toi, parce que du coup, il y a quelque chose, parce que cette période a été vraiment compliquée. J'ai essayé 36 trucs, le pauvre, j'ai fait manger du caroube, du nigel, tout ce que je trouvais en homéopathie, en truc, pour essayer de booster et que ça marche. Et là, en fait, on a juste arrêté tout ça. On s'est dit, ok, il y a un problème, on est là pour vous, on va vous aider. Et donc, moi, j'ai été hyper résiliente et du coup, lui a suivi de se dire, ok, maintenant, on se laisse porter, quoi. On souffle, il y a quelque chose, on y va. Donc, on a rebondi et maintenant, on en parle beaucoup. Et en fait, au plus on en parle, au plus les gens en parlent. Et en fait, il y a pas mal de gens qui viennent dire, ah, mais en fait, nous aussi, mais bon, on n'en parle pas. Donc, moi, je respecte totalement, on n'en parle pas. Mais voilà, nous aussi, on a eu ça, nous aussi. Et vraiment, aujourd'hui, j'en connais quand même vraiment plusieurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle, parce que parfois la PMA, c'est juste le petit coup de pouce qu'il te faut. Et voilà, et c'est pas grave. Et ça fait tellement de miracles que c'est génial d'avoir accès à ça. Donc, nous, on en parle. Et puis, bah voilà, ça aide aussi parfois aux gens de venir. Ça permet de venir se confier, de venir partager. Je pense que c'est vraiment bien que les langues se délient un petit peu.